j'écoute Madame Larbaoui, et je me rends compte que j'avais raison de rappeler les bases du panafricanisme. Nous devons faire très attention. L'histoire de l'humanité nous dit que chaque fois que quelqu'un finance l'éducation, les choses comme ça dans un autre pays, soupçonnez sérieusement les raisons pour lesquelles il le fait. Parce que la plupart du temps, c'est une contrepartie non écrite ou c'est simplement une volonté de masquer quelque chose. Mais je dis, il ne faut pas qu'on rentre dans ce genre de choses. Et puis, vous avez commencé à dire, Assimi Goïta a fait ci, Assimi Goïta a fait ça. Assimi Goïta n'est pas votre copain. Pas votre copain. Assimi Goïta est un chef d'État. Vous savez qu'il y a des transferts d'or pour quelle raison? Vous savez que c'est pourquoi? C'est parce que le Mali fait des transferts d'or que subitement ça devient un problème pour l'Algérie. L'Algérie aurait voulu avoir ce or-là. C'est pas ça le problème. Et l'Algérie ne savait pas à qui appartenait ce drone. Soit. Mais si vous ne savez pas à qui appartient le drone, le minimum, c'est de demander, de vous renseigner auprès d'eux. Vous êtes dans un même, dans un cadre de collaboration et de dialogue permanent entre chefs d'état-major de tout au pays. Le minimum, c'est de poser le problème. De demander quel est... Là, entre chefs d'état-major, vous communiquez en permanence. C'est de dire, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui aurait un drone pour donner puisque vous pouvez faire la géolocalisation, vos radars disent exactement où ça se trouve. Qui aurait un radar qui se trouverait à tel endroit? Parce que si quelqu'un a son radar, lui aussi, il fait la géolocalisation de son radar. Donc, vous pouvez... Et tous ces radars ont une signature numérique à partir de laquelle vous pouvez donc identifier d'où vient le drone. Il faut arrêter les histoires comme ça, dites-on. On n'est pas au Moyen-Âge. Donc, du coup, je crois qu'il y a quelque chose que Peter a soulevé. Je voulais terminer par là parce que je voulais soulever cet argument. Je suis obligé de revenir dessus quand même s'il l'a dit. Les BRICS sont des gens extrêmement futés et qui veulent avoir des États intègres, des États réellement engagés dans la transformation du paradigme mondial installé par l'Occident. Si vous n'êtes pas prêt à vivre dans le nouveau paradigme du monde multipolaire qu'ils proposent, généralement, ils hésitent à vous faire entrer dans leur association. Le rejet de l'Algérie 2 fois de suite a amené beaucoup de gens à s'interroger sur les raisons profondes. L'Algérie avait de l'argent pour investir dans la banque des BRICS. Tout à fait. Ils étaient prêts à mettre, je crois, 2 milliards de dollars sur la table. C'était largement supérieur à ce qu'on exigeait. À ce qu'on demandait, oui. L'Algérie, compte tenu de ses relations privilégiées avec la Russie, depuis l'URSS, et je suis désolé, on rappellera tous les jours l'aide que l'Algérie a reçue, que ce soit de l'UPC, du Cameroun, que ce soit du Mali particulièrement, on le rappellera. Je suis désolé, les gens, on doit faire preuve de gratitude. Mais c'est de la gratitude. Vous ne pouvez pas vivre en laissant croire que, parce que quelqu'un, vous ne pouvez pas comparer votre indépendance à quoi que ce soit. Quel est le montant d'argent que vous donnerez à quelqu'un qui sera au même niveau que votre indépendance? Quel est le montant d'argent? Lequel? C'est pour ça que beaucoup de gens se demandent si les Français comprennent même la relation qu'ils ont avec les États-Unis. Si les Français ont aidé les Américains à être indépendants. Donc, il y a un certain discours que la France peut tenir aux États-Unis. Mais bon, la médiocrité des hommes politiques français actuels fait qu'ils n'arrivent pas à tenir le discours qu'il faut, qui a la consistance suffisante, la pertinence suffisante pour toucher les Américains et leur rappeler qui ils sont pour eux. Mais évidemment, si les Américains ne veulent pas être entraînés dans des bêtises, ils vont pas écouter ce discours. L'Algérie ne peut pas faire l'économie du fait que le Mali a été l'un de ses plus gros soutiens pour qu'il devienne indépendant aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce que l'Algérie a aujourd'hui, l'Algérie le doit, entre autres, au Mali. Donc, on ne peut pas se permettre de négliger ça. On ne peut pas faire preuve d'ingratitude dans ce domaine-là. Et vous avez autre chose. Vous devez regarder le monde en vous disant, mais à qui est-ce que l'Algérie vend même préférentiellement son gaz? Et vous vous demandez, mais le gaz algérien lui-même, il vient d'où? Pourquoi est-ce que les Français voulaient absolument couper le Mali en deux? Pourquoi est-ce que le président, Assimi Goïta, a été arrêté à Kidal? Pourquoi?
Bon, et puis maintenant, vous nous ramenez les histoires du quartier. Ouais, on a traité tel d'humain. Il faut nous laisser les histoires du quartier. On étudie des choses sérieuses. Des gens peuvent se dire plein de choses. De quoi on parle? Mais vous prenez les chefs d'État, ils se disent plein de mots durs tous les jours, mais ça n'empêche pas qu'ils aient des relations. Poutine, Biden a traité Poutine d'assassin. Est-ce que Poutine a cessé de parler avec les États-Unis? Il faut laisser ça. Il ne faut pas venir nous ramener dans des choses qui n'ont pas de consistance. Le fait que nous sommes dans un environnement où la recomposition et la réorganisation de l'Afrique exige de l'intégrité et de la transparence de tous les États. Lorsque vous avez des États dont on ne comprend pas très bien le jeu, ça pose un problème. Vous devez avoir un positionnement clair sur un certain nombre de questions internationales. Lorsque vous avez M. Larbi, je crois, qui vous dit que l'État algérien n'aide même pas les Algériens qui sont en France. Et ça, on a découvert dernièrement que les bourses des Algériens qui sont en France venaient de l'aide que la France versait à l'Algérie. C'est ça qu'on transformait pour des bourses aux Algériens en France. Donc l'État algérien lui-même, effectivement, ne paye pas les bourses de ses étudiants. Ce qui veut dire que l'État algérien a une façon de voir les choses qui est très particulière et que le monde a du mal à comprendre. Et je dis toujours, je vais le dire à Mme Larbaoui encore une fois, il faut que les pays de l'Afrique du Nord là, soient très prudents. Tous ceux qui sont dans ces pays-là doivent être très prudents quand ils parlent de l'Afrique. Parce que tous ces pays-là ont participé à la traite négrière africaine arabo-musulmane, qui a fait 270 millions de morts et 27 millions de déportés. Donc quand les gens font abstraction de l'histoire, il ne faut pas qu'ils croient qu'on a oublié l'histoire. Mais on estime que il y a un certain nombre de situations de fait. Vous êtes désormais en Afrique. Oui. Si vous êtes conscient que l'Afrique est devenue votre patrie, alors dans ce cas, vous avez un certain discours par rapport à l'Afrique. Et ce discours par rapport à l'Afrique va faire que vous ne pouvez pas dire que vous avez abattu un drone qui est un drone malien sans avoir parlé dans le cadre, l'instrument des chefs d'état-major du Sahel et que vous n'avez pas posé le problème. Dès que ça franchit la frontière, vous posez le problème. Parce que tous ces drones ont une signature numérique. Et donc, chacun reconnaîtra son drone et vous dira non, c'est mon drone. Pourquoi votre drone serait-il chez nous? Mais les Maliens, eux, ils disent d'ailleurs que le drone n'a pas traversé, n'est pas sorti de leur espace. Mais c'est les Algériens qui disent que ça a traversé, ça fait 18 secondes. Les Maliens disent que ça n'a jamais traversé. Chacun peut produire dans les données de géolocalisation pour qu'on sache où était le drone. Et si l'Algérie, moi ce qui m'a sidéré, c'est le communiqué qu'on lisait tout à l'heure. Et j'ai entendu M. Gamal Abina avoir le même langage. J'entends Mme Larbaoui avoir le même langage. Il faut faire attention. Il y a une certaine condescendance que le communiqué de l'AES a dénoncé, du Mali je crois, a dénoncé. Et cette condescendance s'est ressentie dans leur discours à eux. Et il était en cohérence avec ce qui était dans le communiqué du gouvernement algérien. Il ne faut pas avoir cette attitude-là. Ce n'est pas ça le panafricanisme que nous défendons ici. Nous ne pouvons pas subir la condescendance des Français, des Anglais, des Européens, du G7 et venir subir la condescendance entre nous, Africains. Si nous faisons ça, ça veut dire que nous sommes sur le pied de guerre avec les autres. Et je dis encore, l'Algérie n'aurait jamais dû, si l'Algérie sait qu'elle était dans ses droits, n'aurait jamais dû rappeler ses ambassadeurs, n'aurait jamais dû fermer son espace aérien. Et cette histoire qui consiste à dire que oui, la Méditerranée est montée et descendue, l'Algérie a ouvert ses ports. Quel port? Il y a quel pourcentage de marchandises de l'AES passe par là? Mais le Togo, c'est beaucoup plus proche, Lomé. Comment on appelle Cotonou, Tema. C'est beaucoup plus proche. Abidjan, c'est beaucoup plus proche. Ou alors Conakry. Qu'est-ce qu'on a allé chercher là-bas à traverser tout le désert? C'est pas ça. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Il faut cesser cette espèce d'attitude des pauvres qui, parce qu'eux, ils peuvent manger 2 fois par jour, ils commencent à dire à ceux qui mangent 1 fois par jour que, oh, vraiment, nous, on peut vous aider, nous, on peut faire... C'est des attitudes de pauvres. Des gens riches ne réagissent pas comme ça. Des gens riches, sérieux, ne vous renvoient pas au visage tout ce qu'ils ont déjà fait pour vous. On ne peut pas rappeler que l'Algérie a fait ça, mais est-ce que l'Algérie peut aujourd'hui, si tous les pays qui ont, tous les peuples, toutes les associations
tous les partis politiques africains qui ont participé à l'indépendance de l'Algérie commencent à leur rappeler, ils peuvent le faire. Et je vous dis, le problème de fond qu'il y a là, et je vois Mme Larbaoui, elle éclate là et tout ça. Le problème de fond qui est là, je vous le dis encore, ils ne veulent pas en parler. J'ai dit que c'était un problème économique, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Mais tout le monde sait quel est le vrai problème qu'elle a. Où va le gaz malien? Où va le pétrole malien? Est-ce que le pétrole est exploité au Mali depuis des décennies? Est-ce que le gaz est exploité au Mali depuis des décennies? Par qui? L'État malien? Certainement pas. Qui? C'est pour ça qu'il y a forcément un problème. L'or là, Tenzawaten. Pourquoi Tenzawaten, il y a eu cet attentat là-bas? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué l'incident qu'il y a eu à Tenzawaten? Pourquoi est-ce que la colonne des Fama et des Russes, justement, là-bas, a été attaquée? Pourquoi? Il ne faut pas du tout qu'on vienne ici. On ne s'amuse pas ici. Hein? Les problèmes auxquels nous nous attaquons sont des problèmes très graves. Et si déjà nous oublions les bases de ce pourquoi nous sommes sur ces plateaux de télévision et ce pourquoi nous sommes dans l'action en Afrique, ce qui va se passer, c'est que les autres vont continuer à piller nos pays. Et l'Algérie, que les Français voulaient subdiviser en plusieurs petits pays, court le risque, si elle est déconnectée de l'Afrique, donc de l'AES par exemple, de se retrouver demain la proie de ces prédateurs internationaux et de se retrouver dans la situation de la RD Congo. Je ne fais que le répéter. Il faut faire très attention. Les Maliens ont compris que c'était ça, le risque que couraient particulièrement le Niger et le Mali. Et ils ont fait le pacte du Liptako Gourmand. Aujourd'hui, c'est la confédération l'AES. C'est ça la voie pour dire Africains, si nous voulons éviter qu'on nous fragmente en petits États. Ils ont vu ce qui s'est passé au Soudan. Hein. Ils ont vu ce qu'on a tenté en Côte d'Ivoire. Ils ont vu ce qu'ils ont risqué eux au Mali. Oui. Et ils sont pendant des années d'ailleurs. Pendant des années. Et ils ont vu ce que les gens planifiaient au Niger. Oui. Isoler la région d'Arlit qui a tout l'uranium et couper le pays. Il faut faire attention. On ne joue pas. Là, pour le moment, peut-être que certains, eux, ils vivent en Europe. Nous, on vit sur le continent. On est ici, on voit ce que les gens subissent tous les jours. Et ce que les gens subissent tous les jours, c'est le fait que les Occidentaux sont très contents. Chaque fois qu'on a ce genre de choses que j'ai vu sur ce plateau-là ce matin, ils sont très contents. Pourquoi? Mais parce que c'est ça toute l'idéologie néocoloniale. C'est ça le néocolonialisme. On vous oppose les uns aux autres, et en vous opposant les uns aux autres, ça leur laisse le temps de faire, de piller, de pomper, de prendre tout ce qu'ils peuvent prendre. Alors que notre rôle n'est pas de nous laisser embobiner comme ça, comme des enfants. C'est-à-dire qu'une petite chose comme ça, on explose. Non, non, pas du tout. Il n'y a aucune raison de penser que Mme Larbaoui n'est pas l'ennemi des Maliens. Les Maliens ne peuvent pas la prendre pour cible. Et il n'y a pas un Malien qui est spécifiquement un ennemi de l'Algérie. Le fond du problème, c'est que c'est la collusion d'intérêts au niveau international que certains États peuvent se permettre. C'est ça qui vient créer les problèmes. C'est ça qui vient créer les problèmes. Pour quelle raison est-ce que vous pouvez vous permettre de dire, et l'Algérie se met à dos plein de gens, l'Algérie se met à dos le Mali, l'AES, se met à dos la Turquie, se met à dos la Turquie, parce que le problème qui va se poser demain, ça va être avec quoi a-t-on abattu ce drone? Qui a fourni l'armement qui a permis d'abattre ce drone? C'est-à-dire qu'un petit incident qu'on aurait pu éviter va démultiplier les problèmes. Et Madame Larbaoui va dire oui, il y a le Maroc, il y a les instructeurs marocains. Vous démultipliez un problème qui n'en a pas tant besoin. Et en faisant ça, vous plombez d'une certaine manière le combat panafricaniste que nous menons. Et lui, il consiste à dire, nous sommes dans une famille, on a le droit de temps en temps de se chahuter. Mais on n'a pas le droit de commencer à se donner les coups de poing. On a le devoir de s'assurer qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses et défendre le droit de tout le monde à ne pas être d'accord, mais à être tous unanimes sur le fait que quand on n'est pas d'accord, on en parle. On en parle. On cherche la solution. On essaie de se comprendre. Les choses d'hier,
ou qui créent des problèmes, ou qui sont, si vous voulez, des choses d'hier qui étaient liées au problème des ressources, de l'accès aux ressources dans cette zone, par les uns, par les autres, de manière tout à fait légale ou indue, il va falloir s'asseoir et les discuter. Le Mali montre un leadership qui force l'admiration de tous depuis que le président Assimi Goïta est arrivé au pouvoir. Le Mali montre une transparence et une rectitude qui sont recommandables. L'Algérie et l'AES devraient s'asseoir et discuter. Parce que pour nous, les panafricanistes, si vous cassez la dynamique entre la dynamique de l'AES, nous sommes désolés, qui que vous soyez, vous n'êtes pas du tout en odeur de sainteté. Cette dynamique, nous ne la sacralisons pas, nous ne l'essentialisons pas, mais nous disons que c'est la meilleure chose qui se soit produite en Afrique depuis 1885. C'est la meilleure chose. C'est le seul regroupement assez sérieux dans lequel les Africains se sont unis sous une forme institutionnalisée depuis 1885. Ça veut dire que ça, pour nous, c'est quelque chose d'une importance stratégique, d'une importance critique, et tout ce qui ose s'attaquer à ça, ça peut être volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, tout cela deviennent des problèmes. Et l'Algérie ne doit pas du tout devenir le problème de l'Afrique. L'Algérie ne doit pas devenir le problème du panafricanisme. L'Algérie doit faire partie du panafricanisme parce que dans les années 50 et 60, c'était ça l'Algérie. Et je finis par une phrase, madame, par quelque chose qui me choque terriblement. Allez-y. Nous avons l'impression aujourd'hui que les générations de la période des luttes d'indépendance sont particulièrement différentes des générations actuelles de beaucoup de pays en Afrique et particulièrement des pays d'Afrique du Nord. Le groupe de Casablanca, parfois quand vous restez, vous vous asseyez, vous regardez, vous demandez, mais les pays qui étaient à Casablanca, que sont-ils devenus? Comment se comportent-ils aujourd'hui en Afrique? Vous êtes déçus. On dirait que leur père et grand-père étaient 1 milliard de fois beaucoup plus intelligents et plus conscients des enjeux du monde que eux aujourd'hui. Et le jeu auquel jouent des gens comme Tebboune, qui dans les années 50 était quand même un gamin, donc pourrait se dire que lui au moins, il a ne serait-ce qu'entendu ça quand il est tout petit. C'est quand même très bizarre de les voir se comporter comme ça. Et j'espère une seule chose, que l'Afrique comprenne. Tant que nous, les Africains, nous ne sommes pas unis et nous ne sommes pas puissants, nous ne pourrons pas combattre ceux qui dominent et pillent l'Afrique. C'est pour ça qu'il nous faut 10 000 dirigeants panafricanistes qui partagent la base qui est la solidarité de l'Afrique, à partir de laquelle tous les problèmes auxquels nous serons confrontés pourront donc être gérés dans la famille panafricaine en tenant compte du fait qu'en réalité, nous n'avons pas d'intérêts divergents, nous avons un seul et unique intérêt en commun, l'Afrique.